propose peut-être, Monsieur Mikulovic, c'est que on profite de ce laps de temps technique, de santé. Non pas pour mettre la mire, mais justement pour que vous présentiez un peu l'INSHEA, ses activités, ses missions. Je ne sais pas si vous voulez aller au pupitre ou prendre un micro, comme vous voulez. Vous avez un diapo. Alors, est-ce qu'on peut peut-être mettre le diaporama de Monsieur Mikulovic en attendant? Je demande à la régie, je n'ai pas d'oreillette. Non, c'est possible, c'est pas possible. Là, on est un peu... Bon, rien ne vaut le présentiel. Hein. Ah ben ça, on est présent. On meuble. Comme quoi, journaliste, c'est un métier, hein, quand il leur arrive quelque chose. Alors, c'est Très bon. bien. Alors, vous avez une télécommande, normalement, au pupitre. Ah, les micros ne fonctionnent pas non plus, décidément. Au bout de 3 jours, ça fatigue. Je regarde la régie. Allez-y. Oui, bon, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir. Merci aux organisateurs pour cette thématique et ce formidable congrès et merci plus particulièrement à Thierry Dimbourg de m'inviter pour faire la promotion de notre établissement que vous connaissez peut-être pas et que je vais vous présenter. Et il m'a dit carte blanche et puis après il a mis un titre à l'intervention, donc je vais essayer de lier un peu les deux puisqu'on est dans le monde de l'adaptation. Essayons de nous adapter en permanence. Tout d'abord, je voudrais aussi vous féliciter, tous ceux qui sont engagés dans les CESAD. Ça fait un moment que vous existez et néanmoins, je pense que vous êtes l'avenir de l'école inclusive. En tout cas, les dispositifs que vous pilotez doivent recueillir tout l'intérêt de l'éducation nationale. Alors, qu'est-ce que l'INSHEA? C'est un nom un petit peu rébarbatif. C'est un établissement rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur depuis peu, hein, depuis la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances. On est à Suresnes. On occupe anciennement, c'était le CNEFAI, c'était un service du ministère de l'Éducation nationale qui formait au CAPSAIS. Ça dit peut-être quelque chose à un certain nombre de personnes. En gros, les enseignants qui voulaient devenir enseignants spécialisés venaient au CNEFAI pour avoir cette spécialisation et puis être instituteurs dans les IME, etc., etc. Auparavant, c'était même une école de plein air qui avait vocation à accueillir des enfants plutôt fragiles au niveau de leur santé. C'était une belle initiative avec une très belle innovation architecturale qui est maintenant un site classé. C'était dans les années 30, les mouvements hygiénistes en termes de santé, d'éducation, avec aussi des valeurs très fortes sur les disciplines. On s'aperçoit que post-Covid, le Danemark relance le réseau des écoles de plein air. Et nous, malheureusement, comme des fois dans certains domaines, on est un peu à la traîne, on va déménager pour quitter ce lieu qui va devenir le futur mémorial des victimes du terrorisme. Et donc vous pourriez aller le visiter pour ça, mais vous pouvez venir nous visiter avant, ne serait-ce que pour voir l'architecture pédagogique qui était pensée aussi par rapport au contenu et aux missions dévolues. Et j'y reviendrai, parce que cette notion d'architecture, d'organisation des espaces, elle est aussi très importante pour réussir l'inclusion. Donc notre mission, c'est former les acteurs de l'éducation inclusive, c'est développer une recherche, c'est diffuser des ressources, et je vais vous présenter lesquelles. Donc voilà quelques photos de l'établissement ancien, avec des classes complètement modulaires, où on pouvait faire cours dehors, dedans, au-dessus, de l'héliothérapie, puis même au milieu du parc, parce qu'on est au sein d'un parc qui est absolument magnifique, et avec des expériences pratiques. Vous voyez la map monde qui a été rénovée, et donc bienvenue on est au Mont-Valérien, à l'INSHEA. C'était l'époque hygiéniste, malheureusement les bains ne sont plus aussi en état que présenté sur le diaporama, mais c'est comme ça. Quelle est notre organisation ? On est en 3 pôles, comme un établissement d'enseignement supérieur, un pôle formation avec, j'y reviendrai, un certain nombre de formations qu'on pourrait peut-être concevoir ensemble, dont peut-être certaines avec l'ANCREAI, un pôle ressources et un pôle recherche qui a vocation à s'étoffer.
Alors, l'essentiel de nos formations, aujourd'hui, sont au service de l'éducation nationale et elles sont en train d'ouvrir puisque l'éducation inclusive ne réussira pas s'il n'y a pas cette articulation avec le médico-social. Et donc, aujourd'hui, avec la mise en place de dispositifs tels les PIAL renforcés et d'autres choses, on est en train d'avoir des publics qui se diversifient et on est aussi à votre écoute pour construire ensemble peut-être une offre de formation qui répondrait aux besoins. Donc on a ce qui s'appelle aujourd'hui le CAPEI, c'était autrefois le CAPSAIS et puis avant, puis plus récemment le CAPASH, enfin c'est les enseignants ou 2 CASH. Si vous étiez premier degré ou second degré, ce n'était pas la même certification pour prendre en charge les enfants handicapés. On participe à la formation donc, des directeurs de SECPA et puis les cadres de l'éducation nationale, notamment les IEN, ASH que vous côtoyez sans doute, et puis on intervient aussi sur la formation des chefs d'établissement. Et l'essentiel de notre public, qui sont des stagiaires, c'est des professionnels de l'éducation nationale, des enseignants, se déroule sous la forme de modules thématiques, souvent liés à des pathologies, comment prendre en charge les enfants TSLA, TSA, etc., etc. Et maintenant aussi sur le pilotage des dispositifs. On a aussi une offre de formation plus académique pour un établissement d'enseignement supérieur, pour lequel on pourrait imaginer un certain nombre de partenariats et de montages, c'est-à-dire un master éducation inclusive, accessibilité pédagogique, conseiller en accessibilité, ou direction et pilotage et coordination dans l'intervention sociale et médico-sociale. Et puis des diplômes universitaires thématiques, troubles spécifiques du langage, autisme et apprentissage, éducation, migration, minorité, polyhandicap, dont un certain nombre de ces DU sont déclinés avec des partenaires, alors à la fois à l'international et aussi dans les dom-tom. Je pense au DUT CELA qu'on décline en ligne avec un institut de formation dans le social et médico-social en Martinique, mais aussi un DU qu'on combine avec un master avec une grosse fédération, la FISAF, que vous connaissez sans doute, hein, Fédération nationale pour l'inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel, et les 10, c'est quelque chose de nouveau. Et puis, on est aussi centre de référence pour former les professeurs ressources aux troubles du spectre autistique, parce qu'on a une très grosse valence sur l'autisme. On vient de mettre en place un DU pour les établissements français de l'étranger, et on a également un certain nombre de formations à distance, et on participe à la formation des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et des futurs enseignants en milieu carcéral. Et puis il y a bien sûr donc toutes celles qu'il y a à construire, puisque on a vocation à rester établissement, institut national, centre de ressources, et donc à développer ce partenariat avec le social et le médico-social. Alors comme tout établissement d'enseignement supérieur, même si on est récent, on a développé la recherche, donc un groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires. Mais il n'y a pas de meilleurs chercheurs que les praticiens. Et donc, forcément, la pertinence de la recherche se fait en relation étroite avec les données qui sont recueillies sur le terrain, et on essaye de créer des liens un peu plus solides avec nos stagiaires et toutes les personnes qui passent chez nous, puisque c'est les premiers interlocuteurs de la recherche et c'est les premiers qui expérimentent, pilotent, innovent aussi. Et souvent, la recherche, c'est tout simplement essayer de recenser ce que vous faites et comment on peut le capitaliser, l'analyser, peut-être y lui donner un sens adossé à certains concepts. On est très pluridisciplinaire, intersection entre plusieurs disciplines, droit, psycho, sciences politiques, sciences de l'éducation, sciences du langage, etc. Et depuis cette année, on vient d'obtenir la labellisation par l'UNESCO, donc d'une chaire handicap éducation numérique, qu'on doit inaugurer normalement le 8 février prochain, en fonction de l'agenda de nos ministres. Et cette chaire, c'est le principe, a vocation à agréger les forces vives qui se préoccupent de cette thématique. Et donc, un certain nombre d'institutions et de laboratoires y sont partenaires, mais aussi des organes privés. L'idée, c'est d'en faire un pôle de référence international en matière de recherche et de développement et d'évaluation des outils sur cette thématique, et puis essayer de rendre plus efficiente cette notion d'école et plus largement de société inclusive, puisque l'école n'est qu'un temps de passage, et on sait que votre rôle est important aussi pour réussir cela.
Et donc le dernier point, parce que sur cette recherche, c'est certes il faut travailler sur les modalités d'apprentissage, mais également sur les modalités de gestion des dispositifs. On s'aperçoit qu'il y a un élément central qui doit s'acculturer au sein de l'éducation nationale, c'est la coopération. Ce n'est pas quelque chose de très simple. La coopération avec les acteurs du médico-social notamment. Alors elle se fait souvent assez facilement via des personnalités, mais de manière institutionnelle, ce n'est pas encore toujours très fluide dans la mesure où l'architecture même, et physique et pédagogique de la grande maison éducation nationale n'est pas encore pleinement adaptée. Donc il faut penser, réévaluer sur le terrain les effets, les impacts, etc. etc. On va essayer de faire évoluer cet institut. On doit évoluer pour changer de nom, devenir le futur INSHEI, Institut National Supérieur Handicap Éducation Inclusive, et créer avec d'autres composantes, et là c'est très ouvert, un pôle national de ressources et de recherche sur l'éducation inclusive. Institutionnellement, comme on est un petit établissement, on va se rapprocher d'universités plus conséquentes et travailler notamment avec l'INSPE de l'Académie de Versailles qui représente un peu plus de 10% des enseignants formés en France, mais aussi l'EPSS qui est un établissement médico-social, l'ILEPS et d'autres. Les choses sont à construire pour se traduire après de manière très institutionnelle dans le jargon universitaire, une structure fédérative de recherche ou un groupement d'intérêt scientifique qui a vocation à associer aussi des professionnels. Nos publications, donc je vous invite à découvrir le site inshea.fr, mais on est aussi une maison d'édition. Alors c'est les derniers ouvrages, entre guillemets, donc des ouvrages, un qui est assez rigolo, mais qui facile à lire, hein, Inclusion is coming, vulnérable et tourmenté dans Game of Thrones, donc puisqu'il faut essayer d'attirer le chaland, il y a beaucoup de gens qui connaissent Game of Thrones, mais comment justement l'image du handicap est traitée dans ces séries-là, et c'est un ouvrage de recherche assez passionnant, réalisé rédigé par un collègue qui était au départ prof d'éducation physique d'ailleurs. Un autre ouvrage, collection pratique, du handicap à l'accessibilité vers un nouveau paradigme, mais on a beaucoup d'ouvrages, on en publie 4 ou 5 par an, et à côté de ça, une revue qui est une revue alors dans les canons de la recherche universitaire, puisqu'elle est reconnue qualifiante dans les dispositifs scientifiques, mais les thématiques sont intéressantes. C'est la nouvelle revue Éducation et Société Inclusive, et bien sûr, les choses sont aussi accessibles en ligne. Nos ressources, alors, comme vous aurez le diaporama, vous pourrez cliquer sur les différents liens. On anime ce qui s'appelle un observatoire des ressources numériques adaptées, où vous pouvez récupérer un certain nombre de ressources pour la prise en charge des élèves. On est gestionnaire du site Tous à l'école. Je vous invite à le découvrir. Il est initialement fait pour les enfants qui ne peuvent pas être en présence directe dans les salles de classe, mais qui sont hospitalisés. Donc comment on accompagne, je dirais, au départ, l'éducation des enfants malades, mais toutes ces ressources sont en accès libre. Et donc vous avez à la fois une description on va dire des pathologies ou des maladies, et puis en fonction des disciplines, des conduites à tenir, des conseils, des éléments à prendre en compte pour pouvoir intervenir auprès de ces publics. On développe d'ailleurs dans cet esprit-là, et on a un gros projet, puisque l'Éducation nationale est en train de déployer, je ne sais pas si c'est le Minitel avant l'heure, mais c'est-à-dire qui est peut-être dépassé, mais les robots de téléprésence, pardon. Et l'idée, c'est de voir dans quelle mesure un gamin qui ne peut pas aller en classe avec les autres peut avoir son avatar, hein, le robot de téléprésence, qui commande depuis chez lui avec sa plaquette, avec sa tablette, pardon, et comment cette présence physique d'un robot peut permettre de contribuer à préserver des liens de socialisation. C'est-à-dire, au-delà des apprentissages, c'est est-ce que ça permet, pour des enfants qui ne peuvent pas être scolarisés, de maintenir un lien social, parce qu'on s'aperçoit que dans les apprentissages, le lien social est aussi déterminant. Je vous parlais de l'autisme parce qu'on a des collègues qui sont très spécialistes, dont un certain nombre de formations, autismeenligne.ue, mais on produit aussi, et vous les aurez sur notre site, des podcasts, des capsules vidéo. Et si certains d'entre vous ont des choses à faire valoir, nous, on est partant pour essayer de le valoriser sous la forme de capsules vidéo ou de podcasts, en tout cas.
Maintenant, les dispositifs, on parle d'inclusion sans réellement le définir. Je ne suis pas sûr que ce terme perdure des dizaines d'années. Quand on regarde l'étymologie d'ailleurs de ce terme, il a du sens que s'il est associé. Inclusion en soi, c'est finalement un enfermement dans sa différence. Donc il faut absolument l'associer. Et dans votre environnement, on est passé de l'éducation spéciale, l'éducation intégrative, l'école inclusive. Aujourd'hui, éducation inclusive. Bon, c'est un peu le concept de la bicyclette, il évolue en avançant, et c'est très bien. Et on s'aperçoit que la déclinaison, elle est qu'à ses prémices. Et si on reprend les accords de Salamanque, c'est-à-dire c'est les traités européens qui sont à l'origine des lois de 2005 sur sur la société inclusive, qui se traduit notamment pour une partie dans l'école, mais ce n'est pas que accepter des élèves différents au sein du milieu ordinaire, ça va bien au-delà, ça nécessite de repenser sans doute ces modalités d'accueil et d'accompagnement. Alors des schémas du dispositif inclusif qui sont toujours sur deux plans, il y a toujours un volet administratif avec les MDPH, les CDPH, comment on fait des projets personnels de scolarisation, et puis le terrain. Et ce terrain, en bas, de scolarisation, qui doit vraiment s'inscrire de manière très englobante, coopérante avec les établissements sociaux et médico-sociaux. Et c'est sur ce registre que je pense que les CESAD, vous étiez plus qu'innovants avant l'heure, et il faut, je dirais, renforcer les relations entre ce que vous faites et puis ce que l'école met en place, et en tout cas le valoriser, capitaliser et mutualiser les bonnes pratiques, les expériences. Alors les dispositifs, vous les connaissez, mais on s'aperçoit que ça c'est le milieu scolaire, que finalement maintenant une minorité d'élèves sont intégralement scolarisés dans les établissements spécialisés. La plupart vont en milieu ordinaire, mais avec des parcours spécialisés au sein du milieu ordinaire. C'est depuis peu les ULIS écoles, les ULIS collèges, les ULIS lycées. Mais il ne faudrait pas que ces dispositifs soient finalement une exclusion dans un dispositif inclusif. Et je pense qu'il y a sans doute la notion de progression, la notion d'évaluation à revoir, l'architecture pédagogique et sans doute l'architecture physique aussi, pour peut-être travailler autrement. En tout cas, merci de votre attention, de l'occasion qui m'a été donnée de présenter l'INSHEA. Et puis, je vous invite à découvrir et notre site et l'ensemble des ressources, et puis de voir comment ensemble on peut construire quelque chose, si ce n'est de nouveau, au moins qui capitalise des éléments qui pourraient être utiles à tous. Merci à vous. Merci. J'aurais peut-être deux petites demandes de précision. En termes de recherche appliquée, si des structures veulent participer, comment font-elles? Être terrain de recherche ou d'études? Et la deuxième, vous avez parlé de formation pour l'éducation nationale, d'évolution peut-être des dispositifs de formation. On a vu lors du premier jour que pour coopérer, il fallait faire culture commune. À compte des formations croisées, professionnels du secteur et éducation nationale? Alors, les formations croisées, alors, fut un temps, on était, parce qu'on dépend de notre financeur qui est le ministère de l'Éducation nationale, fut un temps, on avait participé justement à ces formations croisées, il faut les relancer. Donc c'est un peu ce qu'on a fait de manière proactive avec la FISAF, par exemple, mais c'est pour ça que je dis qu'on peut imaginer un certain nombre de choses avec l'ANCREAI. Je crois que l'avenir passera par cet élément de culture commune. Alors, il s'avère, paradoxalement, nos masters, qui sont une minorité de nos étudiants, parce que c'est essentiellement nous des professionnels de l'éducation nationale, mais nos masters accueillent essentiellement des personnes du social et du médico-social. Et on essaye de croiser des modules de master avec nos formations type éducation nationale qui sont de plus en plus courtes parce que la mise à disposition des enseignants est différente. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire je pense que le format de formation demain sera complètement différent. D'une part parce que, et vous avez encore entendu la polémique cette semaine, une manifestation hier devant le rectorat de Versailles sur le millier d'heures que les élèves n'ont pas parce que les enseignants sont absents.
Et souvent, ils sont absents parce qu'ils sont ou en formation, ils ne sont pas toujours malades hein, quand même. Et donc, c'est des vrais débats. Et donc, il va nous falloir imaginer des dispositifs de formation à distance, asynchrone, qui soient pertinents pour tous. Alors ça, c'est pertinent uniquement sur des contenus un peu théoriques. Et un deuxième niveau de formation, et c'est là où on a à retravailler les choses, sera forcément en présentiel. On vient de le voir ce matin, hein, quand le distanciel, c'est bien, mais ça a limite pour la pratique. Et ça sera au cœur des bassins éducatifs. C'est-à-dire comment on peut regrouper l'ensemble des acteurs. Et on s'aperçoit qu'une des premières étapes de la formation, c'est tout simplement d'essayer de regrouper un réseau des professionnels et de faire partager des choses. Souvent, les acteurs eux-mêmes ont beaucoup de savoir qui nécessitent d'être tout simplement médiés par un interlocuteur extérieur qui, comme l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et on le voit, l'INSHEA est très verte, a plus de crédibilité pour apporter son sens. Non, mais clairement, il y a des pratiques du médico-social qui doivent s'irriguer dans l'éducation nationale, mais ça passera forcément par des évolutions institutionnelles. Les temps de coopération ne sont pas encore identifiés dans l'éducation nationale, alors que c'est pratique courante dans vos environnements professionnels. Et comment on réussit à instituer cela? Ça sera forcément par des formations communes, mais qui s'accompagneront d'évolutions institutionnelles nécessaires. Donc il faut redonner, je dirais, un peu d'autonomie aux établissements dans l'organisation et la structuration des évolutions institutionnelles. Pour l'autre question, la recherche, alors c'est toujours plus délicat parce qu'en ce moment, la recherche, elle n'est lancée que si elle est financée. Néanmoins, alors c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup avec des contrats de recherche parce que malheureusement, c'est la règle. C'est un peu comme vous fonctionnez que si vous êtes financé. Néanmoins, on a un certain nombre de thématiques. Alors, sur le polyhandicap, sur le numérique, sur la pertinence de la place des robots de téléprésence, tout à l'heure je l'évoquais. Donc pour l'instant, on défend un certain nombre de thématiques. Donc partout où il y a des gens qui pourraient s'inscrire dans ces thématiques et qui disent nous, on mène une expérience, on aimerait venir l'enrichir, l'apporter, ou que vous veniez apporter votre regard sur ce qu'on fait, on est preneur. Donc il suffit qu'on prenne contact et puis on le développera. Et puis s'il y a d'autres sujets, et là je me tourne des fois vers les ARS, etc. Parfois on trouve des moyens pour financer des cabinets, un peu moins pour financer des structures publiques, c'est dommage. Mais on a cette capacité d'expertise, et je crois que des recherches doivent accompagner ce que j'appelle la maturation des dispositifs. Puisqu'on est encore dans des dispositifs assez cloisonnés, il va falloir inventer des nouvelles choses, avec peut-être des nouveaux profils de professionnels, et c'est en ça où le croisement entre, je dirais, nos cultures professionnelles doit se faire. Merci. Je prends date donc de la proposition de travail avec le réseau des créailles, et je reviendrai vers vous rapidement. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous invite à aller visiter le site.